Repas. Nos invités s'extasient sur l'originalité de la salade de lilas, tandis que je joue à l'habitué. La pasta qui suit est une merveille de saveur. Je n'ai jamais vu Danka discuter avec tant d'animation. Il faut dire que Lila est d'un abord facile. Après quelques minutes, on a l'impression de la connaître depuis des années. Mes deux amis échangent sur un tas de choses, riant à tout propos. C'est étrange, et je me demande s'il s'agit d'un trait typiquement féminin. Quand l'une veut raconter une anecdote à l'autre, elle ponctue le début de son récit d'une pression sur le dos de la main, sur l'épaule. Je suis en pleine observation anthropologique. Si j'assiste à cette scène en spectateur attentif, je tâche de le faire du coin de l'œil, car, une conversation en entraînant une autre, nous bavardons également beaucoup avec Lolek. Disons que j'essaie parfois d'en placer une. Mon ami est comme à son habitude très disert, et chaque épisode de sa vie professionnelle ou privée récente donne lieu à un récit épique et passionné, accompagné de mouvements de bras, d'engueulades virtuelles, de haussements de voix, de pauses, d'accélérations, de reprises. Lolek a les talents d'un conteur, puisant son inspiration dans la vie quotidienne. L'avantage avec lui, c'est que je peux rater quelques secondes de l'histoire, afin de diriger mes oreilles vers les dialogues d'à côté, sans que ceux-ci n'interfèrent en rien sur ma compréhension de l'anecdote, tant les détails sont là, d'une précision foisonnante. Quand je m'échappe silencieusement des conversations parfois monologuées de Lolek, j'ai l'impression de sauter quelques pages des Rougon-Macquart. Ça ne fait de mal à personne, et ça laisse de l'espace aux neurones. Après avoir terminé mes pâtes à la puttanesca, le vin aidant, je m'insurge avec emphase contre cette appellation à la limite de la vulgarité qui n'a pas le goût de son nom, et je menace de jeter au cachot le baptiseur en le rouant de coups, voire de le pendre haut et court, s'il insiste. Puis Lila va chercher le dessert avec cérémonie, ménageant la surprise. Quand Danka en découvre la nature, elle crie comme une furie dans des tons suraigus. Elle adore le tiramisu, comprends-je, tout en retrouvant peu à peu une partie de mon ouïe. Au milieu de mes acouphènes, la phrase de Lolek me revient en mémoire. Danka a deux nouvelles à t'annoncer, une bonne et une bonne. Interrompant alors la frénésie boulimique de mon ami qui attaque le dessert avec détermination, je cède à la curiosité. Dis-moi, Danka, c'est quoi la seconde bonne nouvelle? Tu attends des jumeaux? Non, me répond-elle en me pouffant une salve de tiramisu au visage. Oh, pardon, non, c'est complètement autre chose. Tu connais la librairie qui s'est ouverte en ville l'année dernière? Oui, je suis déjà passé devant, lui réponds-je en m'essuyant le visage à l'aide de ma serviette. Les propriétaires sont très dynamiques. Ils organisent des ateliers d'écriture, des lectures, des dédicaces. Ah? Oui. Et donc, la semaine prochaine, il y a une séance de dédicaces chez eux. Ah bon? Devine qui c'est qui vient? Ben, je ne sais pas, Danka. Tu sais bien que je ne vais jamais aux dédicaces. Peut-être, mais devine qui vient. Mais comment veux-tu que je devine? Fais un effort, Miloche. Imagine quelqu'un que tu aurais envie de voir, un écrivain. Je ne sais pas, vraiment. J'ai une petite idée, mais je n'en parle pas à mon amie. C'est trop invraisemblable, elle va me trouver ridicule. Je vais t'éclairer un peu. Il a écrit, entre autres romans, Danka me cite plusieurs titres des livres du seul auteur dont toute l'œuvre de papier est soigneusement rangée dans ma bibliothèque. Mon estomac se noue. Non. C'est vraiment lui? Oui, Miloche. J'ai? Exactement. Tu me charries? Non, Miloche, je ne me permettrai pas avec lui. Il a de la famille par ici, et la propriétaire de notre petite librairie a réussi à le persuader de venir faire une séance de dédicace. C'est pas génial, ça? C'est pas vrai. Mes intestins entament maintenant des nœuds de marin compliqués que même Aimé ne doit pas connaître. Tu peux pas rater ça, Miloche. Je ne sais pas quoi dire. Mais ne dis rien. Tu vas y aller, Miloche. Tu vas y aller. Mais, Danka, c'est dans la journée, tout est ouvert. Il y aura plein de gens. Oui, je sais, ça paraît compliqué comme ça. Mais il faut que tu fasses l'effort. Tu ne veux pas y aller pour moi? Tu lui dis d'écrire « Pour Miloche, sincèrement, G. »
C'est pareil si c'est toi. Je peux pas, on n'est pas là ce jour-là. On va passer le week-end chez les parents de Lolek. Ah mince. Et, euh, et toi Lila, ça t'embêterait d'y aller pour moi? Je peux pas non plus, j'ai piscine. Toute la journée? Oui, je m'entraîne pour traverser la Manche à la nage. Ah bon? Oui. Et après, je ferai le détroit de Gibraltar. Non, mais c'est dangereux, Lila. Mais non, Miloche, je plaisante. Je peux me libérer sans problème. Tu m'as fait peur. Mais je le ferai pas. Pourquoi? Ton idole, Miloche. Tu m'en as parlé le premier jour où je suis venu chez toi. Tu lui voues un véritable culte. Il passe à quelques kilomètres de chez toi, et tu vas pas aller le rencontrer? Mais Lila, imagine que par miracle, je parvienne à la librairie sans me faire écraser. Imagine encore que je serre la main de G sans m'évanouir, que je discute avec lui quelques minutes, et que je m'aperçoive que c'est un homme imbuvable, prétentieux, antipathique au possible, ou simplement de mauvaise humeur l'après-midi de notre rencontre. Qu'est-ce que je ferais dans ce cas? Dans ma bibliothèque, son visage mauvais, celui qu'il m'aura montré ce jour-là, sera désormais collé sur chacun de mes livres. Je ne pourrai plus ouvrir aucun de ses romans, j'aurais perdu une part essentielle de ce qui fait mon bonheur terrestre. Un jour de rage, je brûlerai son œuvre, ma bibliothèque avec, et je resterai à l'intérieur pour mêler mes cendres à cette incandescente ignominie. Tu ne te rends pas compte, Lila? T'en fais pas un peu trop, non? Ah, il n'y a pas que moi qui le dis, intervient Lolek comme pour en rajouter une couche. Je peux pas, dis-je. Je peux pas. Tu vas pas passer ta vie à faire la taupe. Regarde-toi, t'es tout blanc. Tu vis renfermé dans ton cocon étanche. C'est beau le monde avec de la lumière, ça respire. Il y a des gens partout, des gens avec des visages. Tu vois tout dans leur face. La misère, la haine, la concupiscence, la cruauté. Tu vois aussi la joie, le désir de partage, la générosité, l'amitié, l'empathie, le bonheur d'être ensemble. Tout n'est pas noir dehors. Il n'y a pas que des dénonciations à chaque coin de rue, des meurtres, des vols, des viols. Enfin, Miloche. Mais si, Lila, parfaitement. Il y a des délateurs à tous les coins de rue, justement. Ils sont prêts, dès aujourd'hui, à refaire un génocide, à dénoncer leur voisin qui a un nez ou une vie comme il ne faut pas, à se charger de l'exécuter eux-mêmes. Un collaborateur sommeille à l'intérieur de chacune des cervelles de chacun des gens du dehors. Si la commandanture le leur demande, ils sont capables de nous anéantir d'une simple parole, d'un doigt tendu vers nous. Mais, Miloche, la guerre est finie, me dit doucement Lila. Depuis longtemps. La guerre est finie? Tu oses dire que la guerre est finie? Et les Judas, les bourreaux, tu en fais quoi? Ils sont là, ils se reproduisent. Quand un d'entre eux meurt, un autre renaît, tout neuf, avec les mêmes gènes, en pire. C'est dans l'air. Bon, on en reparlera demain. Non, on ne reparlera de rien demain. J'ai un coup de barre, moi. Allez, nous, on vous laisse, enchaîne Lolek et Danka en se levant. Je ne vous chasse pas. Vous pouvez prendre un petit alcool avant de partir, leur dis-je. Merci, Miloche. Mais je crois qu'il n'y a plus la place, me répond Lolek. En plus, il faut ménager la future maman. Ça a besoin de beaucoup de sommeil, ces trucs-là. Nous nous embrassons. Nos invités nous remercient pour ce bon repas. Ils me glissent chacun dans l'oreille qu'ils sont très contents de connaître Lila. Et encore plus que nous soyons amis, elle et moi. Puis je vais m'affaler dans mon fauteuil, jambes raides. Au revoir les copains, leur dis-je faiblement. Je suis content qu'il y ait un nouvel ami qui pousse dans ton ventre, Danka. Très content. Lila les raccompagne jusqu'au portillon. Je les entends discuter et rire encore quelques minutes. J'aime ce bruit de voix joyeuses au loin. Cela se passe chez moi et me fait chaud au cœur. J'entends dans un brouillard des portières qui claquent. Puis je ne lutte plus, je sombre dans un sommeil d'enfant. Fondu au noir. Je me réveille en pleine chute onirique, au milieu de la nuit. Tout est propre chez moi. Le tas d'assiettes, les casseroles, les bouteilles vides, tout a disparu. Tout est lavé, rangé, jeté, un mot sur le frigo. Je sors d'un rêve doux. Un matin ensoleillé, après un coup de peigne dans mes cheveux souples, j'avais pris mon vélo, salué les voisins et j'étais allé à la ville en bras de chemise, petit gilet noué autour des hanches. Que le ciel était beau,
que l'herbe était verte. Arrivé à la librairie, j'avais garé ma bicyclette avant de pousser la porte en sifflotant pour me placer en queue de file, non sans avoir acheté le dernier livre de G. J'avais alors plaisanté avec des amateurs de romans, nous avions discuté de toute l'œuvre de l'auteur, échangeant nos points de vue, nos interprétations et les thèmes récurrents chers à G. Quand vint mon tour, j'avais enfin eu une brève conversation avec mon auteur. Nous avions blagué, il avait même ri aux éclats ainsi que les gens alentour, après une réflexion particulièrement amusante de ma part. Nous avions dû nous séparer à regret avec une longue poignée de main. En se levant, G m'avait glissé. « Content de vous avoir rencontré, cher monsieur. Bonne lecture. » Cher monsieur. J'étais remonté tout guilleré sur mon vélo en chantant « Y a de la joie !» et j'avais perdu l'équilibre. J'ai un peu froid. Je vais aller blottir mon corps sous les couvertures. Mais avant, le mot sur le frigo. Tu étais en train de réfléchir dans ton fauteuil, je t'ai laissé à ton travail intellectuel. Qu'est-ce que t'en écrases aujourd'hui? Merci pour la soirée, c'était très sympa. Je vais me coucher. Je t'embrasse. Merci, Lila. Quand je constate que j'ignore totalement, encore une fois, la date de sa prochaine venue, un grand vide se fait dans ma poitrine. Je ne me vois pas passer toute la journée du lendemain privé de son énergie. Je consens à continuer à mener une vie solitaire sans aucun problème, mais sûrement pas sans elle. Une sorte de solitude à deux, cela doit exister. Je divague. Ai-je la moindre preuve de son intérêt pour moi, en fin de compte? Lila n'est peut-être qu'une sorte de mère Teresa venant en aide aux handicapés. Quand ma jambe cassée ne sera plus qu'un lointain souvenir, elle me laissera probablement pour aller s'occuper d'un chien tuberculeux, d'une mamie astigmate, d'un arbre chétif. Pourquoi diable ai-je même envisagé la possibilité que cette fille s'intéresse à moi? Elle m'aide par charité. Lolek et Danka sont eux aussi de bons samaritains. Aimer également. Il y a des saints sur la terre, j'en profite. Je suis une sangsue. Dans notre société fondée sur un système d'échange, de services, de retour, je suis un pion unilatéral. Je prends quand cela m'arrange, mais je ne donne pas. Aussi, suis-je peu à peu exclu du club. L'unique fautif, c'est moi seul, moi qui ai l'impression de sans cesse manquer de temps pour les petites choses que pourtant je m'impose. Moi qui par conséquent ne peux pas accorder d'attention aux autres, ou seulement quelques miettes, car mon temps est précieux, mon temps. Je suis le propriétaire de mon temps, le seul. Je suis un harpagon, ma cassette de temps toujours sous les fesses, mes doigts crochus agrippant chaque seconde qui fuit, chaque laps. Je thésaurise, j'amasse, j'entasse, et je pioche parcimonieusement dans mon butin. Pour en faire quoi? Pour m'exprimer, pour manger, pour dormir. Je suis un artiste, monsieur. Il y a le temps et moi. Et le reste autour qui vivote sans connaître mon destin fabuleux, ma vie rêvée, mon existence tracée par le doigt des dieux, réunie en un concile spécial Miloche. Le monde tourne autour de moi. Je suis un ensemble de rouages parfaitement huilés, destinés à apporter le beau sur cette terre. Je suis la créature parfaite. Je passe ma vie à entretenir la machine de mon corps, à créer du génial, de l'infini. Mon existence se déroule de façon anachronique, universelle, extraordinaire en un mot. Je suis trop pur pour me rabaisser à la contemplation de la plèbe, que je laisse à ces misérables travaux du jour. Je suis l'oiseau de nuit, qui vérifie que ses serfs se reposent bien derrière leurs volets pourris, qu'ils digèrent parfaitement l'indigence de leur petite vie et leur repas trop riche dans leur lit de médiocrité. Seul, sur mon destrier à pédales, je parcours l'immensité de mon territoire, silencieux, dédaigneux, impérieux, crachant mentalement sur la populace qui n'a pas mon destin, mes qualités, mon excellence de vie. Je consens à offrir aux rues ma présence miraculeuse, à baigner la campagne et la ville de mon aura divine lors de mes visites hebdomadaires au Père du Père, celui qui me fournit le carburant pour presque rien, en échange de misérables légumes de mon royal jardin. Je parle un peu de moi pour lui faire plaisir, pour qu'il saisisse au passage quelques poussières de mon génie universel. Il me régale de quelques offrandes miteuses, mais cela me suffit. Je suis un ascète, je me contente de peu. Au diable les sacrifices de bœufs, de moutons, de vierges, de nouveau-nés.
Je ne demande en échange de ma bienveillance qu'une maigre pitance, un peu de pain, un peu de viande, de la farine et du sucre. Et je repars, laissant un aimé vide de sens, dans l'attente de ma venue prochaine, des étoiles dans les yeux, espérant sans répit cette miraculeuse visite qui apporte un sel merveilleux dans sa petite vie indigente. Je suis le roi Soleil. Je suis Saint Louis. Je suis votre empereur à tous. Je suis surtout une merde sans nom, que même les mouches bleues à gros yeux dédaignent en s'éloignant par manque d'intérêt. Que j'ai mal à la tête. Assis dans mon fauteuil, je roule jusqu'à la salle de bain où j'effectue ma toilette du soir. Puis, me brossant les dents, le regard au niveau de la céramique du lavabo, j'accueille une pensée positive. L'avantage de cette position assise, c'est que je n'arrive pas à la hauteur du miroir. Ainsi, je n'ai pas le déplaisir d'être sans cesse confronté à mon image. Je vais me coucher, tiens. Je glisse jusqu'à ma chambre, dont je laisse les volets grands ouverts, afin de m'endormir à la lueur pâle de la lune qui viendra me consoler, comme à son habitude. J'enfile mon pyjama comme je peux, je me coule dans le lit pour un repos bien mérité. Je m'étire de bien-être avant de me placer en position de demi-fœtus, replié comme je peux, dans l'attente de l'évanouissement nocturne. Surprise. Tandis que je mâche des aliments invisibles, en sombrant progressivement dans un sommeil tant espéré, je sens quelque chose bouger dans mon dos. Un animal. Il y a un animal sur ce lit. Le cœur tambourinant, je réfléchis aux moyens de me débarrasser de l'intrus. Je n'ose même pas risquer un œil vers la bête, il ne faut jamais croiser le regard de l'agresseur. Cela peut déclencher l'attaque mortelle. La peur au ventre, étouffant chaque bruit, je sors des couvertures avec 1000 précautions, me dirigeant à béquille feutrée vers la cuisine, où je fouille sans bruit dans le tiroir pour me saisir d'un long couteau effilé, ainsi que d'une lampe torche. Le plan est simple. J'ouvre la fenêtre en grand et j'allume d'un coup, surprenant la bête. Si elle ne détale pas, qu'elle me paraît dangereuse, agressive, je frappe, frappe, frappe. J'ai déjà vu plusieurs fois des sangliers dans mon jardin. Ils étaient là avant moi. Lorsqu'ils s'affolent, ça peut faire des dégâts, matériels et humains. Quand je retourne vers la chambre, le poignard étranglé dans mon poing, la lune m'accompagne par l'intermittence des fenêtres, dans toute la maison, projetant mon ombre gigantesque de tueur sur les murs. J'ouvre la porte qui grince légèrement, puis la fenêtre. Je retiens ma respiration comme pour avaler le bruit, et je m'approche de la bête. Debout sur une jambe, le couteau brandi bien haut, je bloque mes poumons, raidissant tous mes muscles. Puis j'allume brusquement ma torche. La bête est humaine. Un visage. Lila. Lila? Je laisse tomber mon couteau et m'assieds pesamment sur le lit, prêt à défaillir d'une peur rétrospective. Redit-elle. C'est toi, Miloche? Oui, c'est moi. Tu m'as fait peur? Je t'ai prise pour un sanglier. Merci. Et je ne m'attendais pas à te trouver ici. Excuse-moi, j'étais crevé. Je suis allé m'étendre quelques minutes. Je crois que je me suis endormi. Laisse-moi le temps de me réveiller, je m'en vais. Non, non, reste là, je vais dormir sur le canapé. Reste avec moi un peu. Pas longtemps. D'accord. Je me couche auprès d'elle. Lila est habillée, mais moi je me sens un peu nu en pyjama. Oui, comme ça, me dit-elle. Rapproche-toi, j'ai froid. Prends-moi dans tes bras. Je m'exécute, parfaitement gauche, la main tremblante. Caresse-moi les cheveux, rajoute Lila. Ma grand-mère me faisait toujours ça pour m'endormir. J'obéis à nouveau. Ses courts cheveux sentent bon le shampoing et le miel. Plus doucement. Je suis pas un labrador. Pardon. Comme ça va mieux? Oui, c'est très bien. Nous restons quelques minutes dans cette position. Je suis raide comme un piquet, encombré par ce corps dont je ne sais que faire. Je sens le souffle chaud et profond de Lila sur mon cou. Je crois qu'elle s'est rendormie. Petit à petit, je me détends, continuant à plonger mes doigts dans ses cheveux, me délectant de leur odeur sucrée qui me réchauffe le cœur. Je suis attaché à cette fille, très attaché.
Je ne veux pas me prononcer de façon certaine, mais je crois que je suis... Ah, enfin, vous voyez? Et elle? Ah, et bien sûr, je n'ai toujours aucune réponse à mes questions. Je ne peux qu'observer. Je ne m'en prive pas. Je vois le visage apaisé de Lila, ses traits faiblement caressés par la lune. L'ombre du montant vertical de la fenêtre épouse les lignes de son cou délicat, de son joli menton, de sa joue, de sa belle pommette, de sa tempe pleine de douceur, et enfin de son front aux formes artistiques, pour se perdre dans ses doux cheveux. L'ombre serpente au rythme des respirations de Lila, j'en suis presque jaloux. Ayant acquis la certitude de l'assoupissement de la belle, j'enlève avec prudence sa main qui repose sur mes côtes, et je me dégage. Instinctivement, Lila se recroqueville sur elle-même. Je la couvre d'un édredon épais, puis je me remplis les yeux de son visage, avant de me diriger vers le salon. Une voix arrête ma main sur la poignée. « Où tu vas ? Tu ne dors pas ? Où tu vas ? Et je vais dormir ? Viens avec moi. Il faut que j'aille dormir un peu, Lila, il est tard. Viens ici, je te dis. Viens, Miloche. » J'obéis à la belle, bien sûr. Une fois sur la couche, Lila ne parle plus. Elle ne me demande plus de lui caresser les cheveux. Elle roule sur moi en silence. Et Lila me fait entrevoir les choses de l'amour.